Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. L'histoire que je vous propose aujourd'hui va certainement vous rappeler une autre affaire que j'ai traitée récemment. C'est une partie de Cluedo. Il y a beaucoup de mystères et vous allez vous poser beaucoup de questions. C'est parti. Aujourd'hui, direction la Louisiane et plus précisément Lacombe, une petite municipalité de 8500 habitants environ au moment où débute notre affaire. Lacombe est située à 42 km au nord de la Nouvelle-Orléans et à 115 km à l'est de Bâton Rouge. Cette ville est considérée comme l'une des plus agréables dans l'État, grâce notamment à ses paysages et son cadre de vie. C'est entre banlieue tranquille et campagne au cœur des bayous. Alors les bayous, c'est de grandes et belles étendues d'eau qui regorgent de crocodiles. Ou d'alligators. Bon, je sais plus, mais en tout cas, ça fait peur. Mais c'est beau. Et c'est dans cette charmante localité que Nanette et Steve Krentel se sont installés au cours de l'année 2000. Nanette et Steve se sont rencontrés en 1994 de façon plutôt commune, on va dire. Alors à l'époque, Nanette Watson avait 27 ans et elle cherchait du travail. Elle s'était rendue dans une sorte de papeterie pour candidater à un poste de vendeuse. Et c'est Steve qui était le propriétaire de ce magasin. Il était âgé de 28 ans et il était en plus propriétaire d'un autre magasin, mais de plongée sous-marine. Nanette avait été embauchée par Steve et leur relation avait rapidement évolué en liaison amoureuse. Bon, à ce moment-là, Steve était déjà marié et père d'un garçon de 2 ans, mais d'après certains proches de Nanette, elle n'était pas vraiment au courant qu'il était toujours avec son épouse. Il lui avait dit qu'il était séparé de sa femme et que le divorce prenait du temps. Donc Nanette n'y avait pas vu d'inconvénient et finalement leur liaison est devenue plus sérieuse. Steve lui avait ensuite présenté son fils Justin et il avait fini par divorcer pour épouser Nanette l'année suivante, donc en 1995. Voilà comment a débuté leur relation. Alors, on ne sait pas grand-chose du parcours de vie de Steve Krentel, si ce n'est que ses parents vivent à Lacombe, pas très loin de chez lui, et qu'il a un frère Brian dont on reparlera plus tard. En revanche, on a beaucoup d'informations sur Nanette. Elle est née et elle a grandi à la Nouvelle-Orléans au sein d'une famille modeste et très aimante. Ses parents sont Dan et Pat, et elle a 2 sœurs, Kim et Lisa, et 3 demi-frères et sœurs du côté de sa mère, Amy, Wendy et Chad. J'espère que cette description de l'arbre généalogique a été claire. D'après l'entourage et la famille de Nanette, ça a toujours été une personne douce, gentille et très proche des animaux. Elle a par exemple 2 chats qu'elle adore, Baby Kitty et Smokey, et un chihuahua Harley qu'elle emmène partout avec elle. Nanette, c'est aussi une femme qui a un sens aigu de la famille. Elle est très proche de ses 2 sœurs, Lisa et Kim, mais également de son père, Dan. Elle passe énormément de temps avec eux au téléphone, vu qu'ils ne vivent pas dans le même état qu'elle. Elle a une relation fusionnelle avec son papa d'ailleurs. Steve et elle n'ont jamais eu d'enfants, alors je ne sais pas précisément pourquoi. Est-ce que Nanette ne pouvait pas en avoir ou est-ce que c'était un choix des deux de ne pas avoir d'enfants ensemble? Mais Nanette a toujours adoré les enfants, elle en a même fait son métier. Quand Steve a revendu ses 2 magasins en 1997, elle est devenue institutrice de maternelle et elle fait l'unanimité auprès des enfants et des parents. On dit d'elle que c'est une femme très altruiste qui consacre son temps à aider les autres dans des organisations de charité notamment. Il lui arrive par exemple de fabriquer des assiettes en céramique qu'elle revend ensuite aux enchères pour des causes comme la mucoviscidose. Elle prépare aussi régulièrement des gâteaux qu'elle offre aux pompiers de la caserne de la paroisse de Sainte-Amanie où son mari Steve est devenu chef des pompiers après avoir gravi tous les échelons. Nanette est sur tous les fronts. Alors petite parenthèse technique au passage, la Louisiane et l'Alaska sont les 2 seuls États aux USA à être subdivisés en paroisses contrairement aux 48 autres États qui sont divisés en comtés. Donc quand je parle de paroisse, ça n'a rien à voir avec les prêtres et les carmélites, c'est la dénomination du secteur. Après peut-être qu'il y a un rapport. Si des Louisianais passent par là, par je ne sais quel hasard de la vie, n'hésitez pas à nous éclairer. En français cajun, si vous voulez, on vous comprendra. Pour en revenir à Nanette et Steve, les années qui suivent leur installation à Lacombe, ils deviennent rapidement des membres respectés de la communauté. Steve est le chef des pompiers de la paroisse, c'est quand même pas rien, il gagne très bien sa vie. Et en 2007, Nanette quitte finalement son poste d'institutrice pour se consacrer à son foyer et à ses activités de bénévolat. C'est une vie simple, sans histoire, dans une belle et grande maison. Jusqu'au vendredi 14 juillet 2017, où l'apparente tranquillité de Lacombe va tragiquement basculer. Ce jour-là, à 14h30, la caserne de pompiers de la paroisse de Sainte-Amanie reçoit un appel urgent. Et c'est Steve Krentel en personne qui répond. Et tout de suite, il reconnaît la voix à l'autre bout du fil. C'est son cousin, qui est également son voisin. Et il semble paniquer. Il explique à Steve qu'une fumée épaisse s'échappe en ce moment même de la maison de Steve et qu'elle est en train de prendre feu. Alors comme je vous l'ai dit, le cousin de Steve est également son voisin, cela dit leurs propriétés respectives sont assez éloignées l'une de l'autre, puisque le terrain de Steve est de 40 hectares. Il y a beaucoup d'arbres qui séparent les 2 maisons, donc si son cousin parvient à voir la fumée à cette distance, c'est que le feu est déjà bien engagé.
Autant vous dire qu'à partir de là, c'est la panique dans la caserne. Steve et tous ses collègues prennent immédiatement la route vers sa maison et ils sont suivis de près par les adjoints du shérif de la paroisse et par des représentants du bureau du commissaire aux incendies de l'État de Louisiane. Ce sont des agents qui agissent au niveau fédéral et dans le cas présent, ils se déplacent pour enquêter sur les causes et les origines de l'incendie. Sur le trajet, Steve tente d'appeler son épouse à plusieurs reprises, sur son portable, sur le fixe de la maison, mais il tombe systématiquement sur le répondeur. Mais bon, dans la mesure où on est en plein milieu de l'après-midi, peut-être que Nanette est sortie faire quelques courses et qu'elle n'a plus de batterie ou de réseau sur son téléphone. Steve et ses collègues pompiers arrivent finalement devant la maison vers 15h et c'est la stupéfaction. La maison part littéralement en fumée. Alors oui, tout le monde s'attendait à un incendie déjà bien engagé, c'est vrai, mais là il ne reste presque plus rien de la maison. Les pompiers ont beau s'acharner à vouloir sauver ce qui peut l'être, mais c'est déjà trop tard. Et toujours aucune nouvelle de Nanette. Steve court alors vers le garage près de la maison pour s'assurer que le véhicule de sa femme n'est pas là, mais lorsqu'il s'approche, il parvient à distinguer le SUV Mercedes de Nanette sous les portes du garage qui se sont déjà écroulées. Ça, c'est mauvais signe. Les pompiers parviennent finalement à éteindre les flammes vers 19h. Ils font le tour de ce qu'il reste de la maison et malheureusement, ils découvrent les restes calcinés d'un corps humain dans la salle de bain de la chambre parentale. Et même si le visage est méconnaissable à cause des brûlures, on se doute bien qu'il s'agit de Nanette Krentel. Elle aurait eu 50 ans 12 jours plus tard. Le corps est transporté au bureau du médecin légiste pour l'autopsie, tandis que le bureau du commissaire aux incendies s'empare de l'enquête. Alors même si le corps n'est pas reconnaissable, comme je vous l'ai dit, il y a peu de doute sur son identité. Donc en attendant les résultats de l'autopsie et une confirmation ADN, les enquêteurs vont devoir établir comment un incendie d'une telle intensité a pu se déclarer. Il a quand même ravagé la totalité de la maison. Le chien et les chats de Nanette sont également morts pendant l'incendie, vu qu'on les a retrouvés à l'intérieur de la maison, donc le feu a forcément pris rapidement. Mais au point de ne pas laisser le temps à Nanette de sortir de chez elle, on a trouvé son corps dans la salle de bain, donc elle ne cherchait même pas à s'enfuir, à moins qu'elle ait été rapidement étouffée par la fumée. Ou alors elle aurait cherché à sauver ses animaux et malheureusement elle a été prise au piège par la fumée et les flammes. Ouais, mais bon, quand on sait qu'elle est femme de pompier, donc qu'elle connaît les bons réflexes et qu'en plus le feu s'est déclaré en plein après-midi, donc à un moment où elle n'a pas été surprise, ça laisse dubitatif. Comment n'a-t-elle pas eu le temps de sortir de la maison ? Ça, c'est la question que beaucoup se posent immédiatement. Mais au-delà de ça, toute cette situation est dramatique. C'est une scène de désolation. Steve a devant lui les ruines de sa maison dans laquelle il a vécu pendant 17 ans avec sa femme Nanette, qui vient d'y périr après 22 ans de mariage. Et c'est pas seulement une perte pour lui, mais aussi pour sa famille et pour de nombreuses personnes dans la petite communauté de Lacombe. Comme je vous l'ai dit, Nanette était très appréciée de tous. D'ailleurs, une semaine après l'incendie, la famille et les proches de Nanette se réunissent pour lui rendre un dernier hommage lors d'une cérémonie religieuse à l'église locale. Mais en plein milieu de la cérémonie, alors que les gens pleurent et qu'ils se rappellent au bon souvenir de Nanette, coup de théâtre. Certains des convives qui consultent leur téléphone viennent de tomber sur un article en ligne qui indique qu'une partie du rapport d'autopsie vient d'être rendue publique. Et d'après les conclusions du médecin légiste, on a retrouvé une balle dans la tête de Nanette. Oui, une balle dans la tête. Et autant vous dire que c'est le choc à Lacombe. Jusque-là, il était simplement question d'un incendie accidentel qui avait causé la mort d'une ménagère. Mais là, on a retrouvé une balle dans la tête de la victime. À partir de là, cette histoire prend un tout autre tournant. 4 jours plus tard, Randy Smith, le shérif de la paroisse, fait un communiqué dans lequel il confirme l'information et il s'excuse auprès de la famille de ne pas les avoir avertis plus tôt. C'est pas très professionnel tout ça. Mais déjà à ce moment-là, le père et les sœurs de Nanette notent que l'enquête est un peu bancale. Ils sont terrassés par le chagrin, c'est vrai. Ils ne réalisent pas encore forcément que Nanette est morte, mais il y a quelques détails qui les dérangent. Tout d'abord, la maison. Dan et ses filles vivent dans l'Iowa et le Nebraska et ils sont arrivés à Lacombe quelques jours après l'incendie pour soutenir Steve, c'est vrai, mais surtout pour participer à l'organisation des obsèques. Ils étaient fous de chagrin, ils étaient terrassés par la tristesse, par l'incompréhension et quand ils sont allés voir la maison, ou plutôt les ruines de la maison, ils ont constaté qu'il n'y avait aucun ruban de balisage pour protéger la zone. Donc tout le monde pouvait y aller comme dans un moulin, ce qui pourrait contaminer les lieux et entraîner la disparition ou la dégradation de preuves, non ? On parle quand même d'une femme retrouvée morte calcinée dans sa maison, dans des circonstances pour le moment plutôt troubles. Et c'est la sœur de Nanette, Kim, qui a été plus particulièrement choquée, puisqu'elle est elle-même procureure dans le Nebraska, donc pour elle c'est inadmissible. Elle a d'ailleurs demandé au commissaire aux incendies de le rencontrer pour lui expliquer que cette situation n'était pas acceptable, mais il a refusé. Et niveau bizarrerie, c'est loin d'être fini, puisque figurez-vous que le bureau du shérif était au courant des conclusions de l'autopsie le lendemain de l'incendie. C'est-à-dire que le shérif savait que Nanette avait reçu une balle dans la tête dès le lendemain,
mais il n'a pas balisé la maison. Et pire encore, 2 ou 3 jours après l'incendie, il a autorisé Steve à reprendre possession de sa maison, ou plutôt de ce qu'il en reste. Et ça, c'est quand même fou quand on y pense. Il est quand même question d'une femme retrouvée morte avec une balle dans la tête chez elle, et on autorise son mari à reprendre possession de la maison 2 ou 3 jours après. Et il y a un autre élément loufoque. Le fils de Steve, Justin, qui est à présent âgé de 24 ans et qui s'était rendu dans la maison avec son père quelques jours après l'incendie, avait contacté les enquêteurs pour les avertir qu'il avait repéré un morceau de crâne près de l'endroit où on a retrouvé Nanette. Donc maintenant, c'est carrément la famille de la victime qui retrouve des éléments pour le bureau du shérif. Et c'est d'ailleurs après cette découverte quand même assez importante que le bureau du shérif avait interdit l'accès au terrain et au reste de la maison. Donc pendant plusieurs jours, c'était un moulin. Alors autant vous dire que la famille de Nanette est assez remontée contre le bureau du shérif. À leurs yeux, cette enquête, c'est du travail d'amateur. Surtout qu'on sait maintenant qu'une arme est probablement responsable de la mort de Nanette. On n'en a pas encore la certitude parce qu'on n'a pas le reste de l'autopsie, mais il y a de grandes chances que ce soit l'arme qui soit responsable de sa mort. D'ailleurs, la police a bien retrouvé 2 armes dans les décombres de la maison, mais elles sont en trop mauvais état pour déterminer avec certitude si l'une ou l'autre est à l'origine de la balle qu'a reçue Nanette. Et même la balle qu'on a retrouvée dans la tête de Nanette est en très mauvais état, donc en soi, ça n'apporte pas grand-chose à l'enquête. Il y a bien quelque chose pourtant qui pourrait aider l'enquête. Ce sont les caméras de la maison. Il y en a 9 installées dans toute la propriété. Elles ont bien sûr été détruites durant l'incendie, mais les images enregistrées sont en théorie stockées soit sur un cloud, soit sur un disque dur externe. Donc en les visionnant, on saura ce qu'il s'est passé, non? C'est providentiel, ça. Le bureau du shérif demande à Steve s'il est possible de récupérer les enregistrements, mais manque de bol. Steve leur explique qu'elles ne fonctionnaient plus. Il raconte que les caméras sont tombées en panne quelques jours avant l'incendie. Il avait prévu de les réparer, mais faute de temps, il ne s'en était pas occupé. Donc là encore, c'est une impasse. Cela dit, la suite des conclusions des médecins légistes sont ensuite rendues publiques et elles apportent un complément d'information capital pour l'enquête. Jusque-là, les premiers éléments de l'autopsie avaient confirmé que l'ADN de la dépouille matchait avec celui de Nanette et qu'on avait retrouvé une balle dans la tête. Ce qu'on apprend en plus, c'est que les organes internes de Nanette, et notamment ses poumons, sont totalement dépourvus de suie et de résidus de fumée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas inhalé de fumée. Conclusion, elle est morte avant l'incendie. Et la balle dans sa tête est la cause de sa mort. Et ça ne peut signifier qu'une chose, les gars. Dans la mesure où on n'a pas retrouvé d'arme près du corps de Nanette, c'est pas elle qui s'est tiré une balle dans la tête. Et vu qu'elle était déjà morte quand l'incendie a été déclenché, celui ou celle qui a mis le feu à la maison voulait détruire les preuves de son meurtre. C'est QFD. Jusque-là, c'est assez logique, on est d'accord. Et pourtant, malgré le rapport d'autopsie qui conclut à un homicide, le shérif affirme qu'il n'est pas d'accord avec les conclusions des légistes. Selon lui, Nanette a certainement mis fin à ses jours. Bon, pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai récemment traité 2 affaires dans la même veine. L'étrange suicide de Liliana Rezovic et le col de caisse de Charles Morgan. C'est X-Files là aussi. Quant à ceux qui n'ont pas encore regardé ces 2 vidéos, il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Pour en revenir à notre affaire, c'est quand même étrange que le shérif contredise les conclusions des médecins légistes, d'autant qu'il n'y a aucun élément qui puisse justement mener à une conclusion autre que le meurtre. C'est pas comme si on avait retrouvé une arme près du corps de Nanette. D'après certaines sources proches de l'enquête, selon l'expression consacrée, le shérif serait même allé jusqu'à faire pression sur les médecins légistes pour les convaincre de modifier leur rapport, ce qu'ils auraient bien sûr refusé. Et là, vous vous demandez sans doute pour quelle raison un shérif cherchera à classer une affaire en suicide aussi rapidement alors que ça n'a pas de sens. Alors l'une des réponses possibles, c'est que dans la mesure où les shérifs sont élus par les citoyens, le but c'est d'avoir de bons résultats en termes de statistiques de résolution d'enquête. Donc si l'enquête est résolue rapidement, le citoyen est satisfait et il vote pour vous. Mais bon, ça reste une hypothèse. Ce qui est sûr en revanche, c'est que pour la famille et les amis de Nanette, c'est impossible qu'elle ait mis fin à ses jours. Et qu'elle ait également laissé ses animaux mourir alors qu'elle les considérait comme ses bébés. Pour eux, ça n'a aucun sens, d'autant que les agents fédéraux chargés d'enquêter sur l'origine et les causes de l'incendie ont conclu qu'il était volontaire. Donc pourquoi Nanette aurait mis le feu à la maison? Mais Nanette n'a pas pu mettre le feu à la maison, c'est pas possible, parce qu'elle n'avait pas de fumée dans les poumons. Et dans la mesure où les agents fédéraux disent que le feu était volontaire, c'est qu'il a été provoqué par quelqu'un. Et vu que ça pouvait pas être Nanette, c'était une deuxième personne. Mais pourquoi cette personne aurait mis le feu à la maison après le meurtre, enfin après, on va dire, le suicide de Nanette, si on en suit la logique du shérif? Ça n'a pas de sens. En fait, il n'y a rien qui va dans cette histoire. On nous dit que Nanette est morte avant l'incendie, que le feu n'est pas accidentel ou... Enfin, c'est forcément quelqu'un qui l'a mis le feu à cette maison, ça peut pas être Nanette. Nanette est morte d'une balle dans la tête.
Donc, enfin, il y avait forcément une deuxième personne dans cette maison. Donc en quoi ça pourrait être une mort volontaire, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, les agents fédéraux ont également trouvé 2 départs de feu dans les pièces principales de la maison et ils ont pu déterminer que de grosses quantités d'accélérants ont été utilisées pour que le feu se propage rapidement. Donc quelqu'un a mis de l'accélérant. Un accélérant, ça peut être de l'essence, enfin c'est un liquide inflammable. Et ça explique d'ailleurs la raison pour laquelle l'incendie avait cette intensité. Donc ce rapport va dans le sens de l'homicide là aussi. Donc forcément, lorsque le shérif rend ses conclusions qui vont à contre-courant des 2 rapports, ça passe pas, personne n'y croit, même la presse n'y croit pas. Et finalement, le shérif fait marche arrière. Bon, ok, Nanette ne s'est pas donné la mort, elle a été tuée. Ça, c'est quand même assez fou parce que ça signifie que si les médecins légistes avaient accepté de changer les conclusions de leur rapport d'autopsie, en partant du principe que cette information est vraie, il aurait classé cette affaire du coup. Et idem pour les agents fédéraux, s'ils n'avaient pas enquêté sur l'origine de l'incendie, il y a fort à parier que le shérif aurait classé cette affaire. Bref, maintenant qu'on est d'accord qu'il y a bien eu meurtre, il va falloir trouver l'auteur du meurtre. Et forcément, à partir de là, celui qui devient le suspect le plus évident, c'est Steve, le mari. Ce qui en soi est plutôt habituel, dans les cas où un homme ou une femme est tué à la maison. La première personne suspectée, c'est le mari ou la femme. Steve va interroger, il se montre tout de suite très coopératif avec les autorités. C'est même lui qui propose au shérif de passer au détecteur de mensonges, le polygraphe, et il passe l'épreuve haut la main. Bon, on sait que ce test n'est pas une science exacte, mais disons que ça peut prouver la bonne foi du suspect. Mais de toute façon, dans le cas de Steve, détecteur de mensonges ou pas, il a un alibi solide pour le 14 juillet. Il a travaillé à la caserne du matin jusqu'au moment où son cousin a appelé pour déclarer l'incendie. Les enregistrements des caméras de sécurité de la caserne sont récupérés par les enquêteurs et elles attestent de sa présence. Il est arrivé vers 8h du matin, il ne s'est jamais absenté, même pour sa pause midi. Il a déjeuné avec ses collègues, donc il ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. Cela dit, lorsque les collègues de Steve sont interrogés, ils déclarent qu'habituellement Steve ne travaille jamais le vendredi. Mais ce jour-là, il a travaillé toute la journée. Bon, si c'est une coïncidence, ça tombe quand même bien. Pendant son interrogatoire, Steve explique que le jour du drame, tout s'est passé habituellement, rien ne lui a paru suspect. Il s'est réveillé très tôt, il a pris sa douche, tandis que Nanette lui préparait son déjeuner. Mais il a quitté son domicile à 7h40, sa femme l'a accompagné jusqu'à sa voiture, en lui souhaitant une bonne journée et tout semblait aller bien. Il n'a rien remarqué d'inhabituel en tout cas. Il est arrivé à la caserne à 8h, il a commencé sa journée de travail tout à fait normalement, et peu après son arrivée à la caserne, il a reçu une notification sur son téléphone portable qui l'informait que la CB de son épouse avait été utilisée pour payer un petit déjeuner à McDo pour environ 7$. Jusque-là, rien de bizarre, ça arrive que son épouse sorte pour s'acheter son petit déjeuner. Les enquêteurs récupèrent les images des caméras de surveillance d'un magasin qui n'est pas vraiment proche du McDo et apparemment, on peut y voir Nanette dans son SUV avec son chien à côté d'elle. Alors pourquoi apparemment? Parce que les images ne sont pas très nettes compte tenu de la distance, mais d'après le shérif, c'est sûr et certain que c'est elle. Et petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi le shérif n'a pas tout simplement récupéré les images des caméras de surveillance du McDo. Bref, pour le shérif, c'était bien Nanette sur ces images. Et ce qui conforte l'idée que c'est bien elle, en dehors de ces images, c'est que d'une part, son téléphone portable a bien borné à McDo aux alentours de 8h30, et d'autre part, vers 9h10, on peut également voir le véhicule de Nanette sur les images d'une caméra de surveillance près de la route qui mène au domicile des Krentel. Donc en théorie, il n'y a pas de doute, elle est bien sortie de chez elle dans la matinée. D'après le relevé d'appel du téléphone de Nanette, à 10h03, elle a passé un appel à une pharmacie locale pour renouveler une ordonnance et à 13h30, son téléphone a appelé un numéro de portable à Lacombe. Mais ce qui est bizarre pour cet appel, c'est que les enquêteurs sont remontés jusqu'à cette personne, elle a été interrogée et elle affirme qu'elle ne connaît ni Nanette ni personne de son entourage. Bon, ça c'est un détail assez mystérieux dans cette histoire, d'autant que cet appel a été passé 1 heure avant que le cousin de Steve appelle la caserne pour signaler l'incendie. Et avec le peu d'éléments dans cette enquête, pour le moment ça n'avance pas, on est dans une impasse, pour vous dire les choses clairement. On a un meurtre sans preuve matérielle et un suspect avec un alibi et sans mobile. Pourquoi Steve aurait tué sa femme? Ils s'entendaient bien et a priori il n'y avait pas de gros conflit dans leur mariage. Sauf que les enquêteurs découvrent rapidement que depuis 2 ans, Steve entretient une liaison avec l'une de ses collègues à la caserne. D'ailleurs, Nanette était au courant de cette liaison. Elle en avait même parlé à sa famille et à sa meilleure amie, Laurie Rando. Bon, c'est comme ça que les enquêteurs l'ont découvert. Selon la famille et l'amie de Nanette, elle avait l'intention de divorcer parce qu'elle ne supportait plus cette situation. Et ce que ça signifie, c'est que si Nanette demandait le divorce, Steve aurait été contraint de partager la moitié de tout ce qu'ils avaient, lui et Nanette. Et il en sait quelque chose, vu qu'il a déjà divorcé une première fois avant d'épouser Nanette. L'argent ajouté à une relation extra-conjugale, c'est un mobile ça, non?
Steve est réinterrogé et il admet qu'il a bien eu une liaison, hein, mais pas de panique, il va tout nous expliquer. Ce qu'il raconte, c'est que Nanette a effectivement découvert qu'il avait une liaison avec une collègue de travail, mais cette liaison n'avait pas duré très longtemps, c'était même pas très sérieux. Donc après les larmes, les disputes, lui et Nanette en ont longuement parlé, ils ont décidé de se donner une nouvelle chance. Après tout, on ne jette pas 20 ans de mariage par la fenêtre comme ça, non? Il affirme que Nanette avait accepté de surmonter cette épreuve ensemble pour sauver leur mariage. Ok. Le 14 septembre, donc peu de temps après cet interrogatoire, le shérif organise une conférence de presse durant laquelle il déclare que la seule personne considérée comme personne d'intérêt pour le meurtre de Nanette Krentel, à savoir son mari, est dorénavant totalement mis hors de cause. Et il ajoute que les autorités ont travaillé sans relâche depuis le premier jour et qu'elles continueront à le faire pour élucider ce meurtre. Autant vous dire que les proches de Nanette ont trouvé cette conférence de presse très problématique. Pour eux, la piste Steve Krentel ne peut pas être écartée aussi rapidement. Nanette a été tuée 2 mois plus tôt. C'est trop tôt pour le disculper complètement sous prétexte qu'il a un alibi. Il aurait très bien pu commanditer le meurtre. Et puis, pourquoi est-ce que le shérif affirme que les enquêteurs travaillent d'arrache-pied depuis l'incendie, alors même qu'il avait d'abord conclu au suicide, et qu'il continue d'évoquer cette possibilité? Ça n'a pas de sens, donc forcément, la question que certains se posent, c'est si ces liens avérés avec Steve n'altèrent pas l'enquête. On sait que tous les deux sont amis, en tout cas ils se voient en dehors du travail. D'ailleurs, on peut également se demander pour quelle raison l'enquête n'a pas tout de suite été confiée à des policiers d'une autre juridiction. Toute cette situation, logiquement, ça a de quoi rendre la famille de Nanette méfiante et suspicieuse. Alors oui, suspicieuse vis-à-vis du shérif, mais également de Steve. Steve a lui-même évoqué la possibilité d'un suicide, alors qu'il connaît sa femme et qu'il a conscience que d'un point de vue matériel, c'est impossible. Et puis pourquoi aurait-elle décidé de se donner la mort? Dan et ses filles ont l'impression que l'enquête ne va jamais aboutir. C'est pourquoi ils décident d'engager un médecin légiste privé qui vit dans l'Iowa pour procéder à une nouvelle autopsie de Nanette. Le docteur Bennett rend ses conclusions au cours du mois de septembre, et non seulement elles vont dans le sens de ses 2 premiers confrères, mais elles sont encore plus précises. Bon, déjà, il n'y a aucun doute sur le fait que Nanette est bien décédée avant l'incendie, donc c'est pas elle qui a mis le feu à la maison. Ça, on le savait déjà, mais ça confirme encore une fois qu'il n'y a pas eu de suicide dans cette baraque. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le bol alimentaire de Nanette. Au moment de sa mort, il était vide. Elle n'est pas censée être sortie s'acheter un petit déjeuner à McDo? C'est bizarre ça, non? Bon, le médecin a également retrouvé quelques traces d'un médicament dans l'organisme, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Toujours est-il que les conclusions de son rapport indiquent que Nanette a bien été tuée et qu'elle est morte le 14 juillet, ou la veille. Et c'est là que le témoignage de la meilleure amie de Nanette vient renforcer cette deuxième probabilité. D'après Laurie, le jeudi 13 juillet, donc la veille de l'incendie, elle discutait avec Nanette via leur mur sur Facebook. Il était aux alentours de 22h30, mais Nanette a brutalement cessé de lui envoyer des messages sans lui dire au revoir. Et d'après Laurie, ça ne lui ressemble pas du tout. Si vraiment elle l'avait fait sciemment, c'est-à-dire qu'elle s'était déconnectée ou qu'elle avait voulu aller dormir, elle se serait excusée le lendemain matin de ne pas lui avoir souhaité bonne nuit ou de ne pas l'avoir prévenue qu'elle se déconnectait. Ce qu'elle n'a pas fait. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'à priori, on voit bien Nanette via les enregistrements des caméras de surveillance de la rue à côté du McDo et de la rue qui mène à son domicile. On la voit le matin du 14 juillet. Pour en revenir au rapport d'autopsie du médecin de l'Iowa, il a également noté un détail qui a retenu son attention, mais qui a apparemment échappé aux 2 précédents médecins légistes. Selon lui, une blessure par balle à la tête occasionne une perte de sang conséquente. Pourtant, à l'endroit où on a retrouvé Nanette, il n'y avait aucune trace de sang. Donc pour le médecin légiste, l'explication logique, c'est que le corps a été traîné dans la salle de bain après son meurtre. C'est pas énorme comme info, c'est vrai. Mais ce que ça peut laisser deviner, c'est que cette personne connaissait les lieux. Ok, mais qui? Steve a été écarté de la liste des suspects, et la femme avec laquelle il avait une liaison à la caserne n'a pas été inquiétée par les enquêteurs. Sans doute qu'elle avait elle aussi un alibi. Est-ce que Nanette aurait pu se faire des ennemis de son vivant? Eh bien oui, elle s'était fait un ennemi, et pas n'importe lequel. Le frère de Steve, Brian Krentel. Je vous avais dit qu'on reparlerait de lui, non? Eh bien écoutez, c'est le moment. Il se trouve que Brian est un délinquant multirécidiviste. Là, il est question de 36 arrestations pour des petits larcins, mais surtout pour des conduites en état d'ivresse. Et en plus de ça, il a de sérieux problèmes d'addiction aux substances illicites. Et là, vous vous demandez quel est le rapport avec Nanette. En fait, au cours de l'année 2015, donc 2 ans plus tôt, Brian a eu un accident alors qu'il était sous substance. Il avait foncé dans un fossé. Donc dans la mesure où c'est un multirécidiviste, il ne voulait pas prévenir les secours au risque d'être arrêté par la police. Donc il avait appelé son frère pour lui demander de venir l'aider. Et Steve avait accepté. Il était venu avec Nanette, mais en arrivant sur place, il y avait déjà des agents de police. Et il venait de retrouver de la drogue dans le véhicule de Brian. Donc forcément, il avait été arrêté. Et comment vous dire que Brian avait pensé que c'est Nanette et Steve qui avaient prévenu la police pour qu'ils soient arrêtés? Brian avait été condamné à 2 ans de prison et pendant toute
toute son incarcération, il avait régulièrement menacé Steve et Nanette, puisqu'il les considérait comme responsables de sa situation. Bon, c'est quand même un peu culotté tout ça. À cette époque, Nanette était terrifiée par Brian. Elle prenait ses menaces très au sérieux, elle en avait même parlé à sa famille. Elle passait ses journées seule dans une grande maison isolée, donc s'il débarquait chez eux pour lui faire du mal, elle était à sa merci. Elle en avait même parlé à Steve, elle se sentait en danger. D'ailleurs, 2 mois à peine avant sa mort, elle a envoyé un SMS à sa sœur Kim pour lui dire que Brian l'avait de nouveau menacée. Mais pas de n'importe quoi. Il lui avait promis qu'il viendrait chez elle la violer avant de la tuer et de mettre le feu à la maison. Tiens donc. Là encore, elle en avait parlé à Steve, elle l'avait pressé de faire quelque chose parce qu'elle était terrifiée. Et pour apaiser les craintes de sa femme, Steve avait installé 9 caméras de surveillance dans la propriété. Il avait acheté plusieurs armes à feu. Lui et Nanette s'entraînaient régulièrement au tir sur leur terrain privé et Nanette ne sortait jamais sans une arme dans son sac. Elle en gardait même une dans sa voiture et une sur sa table de chevet. C'est vous dire à quel point elle était terrifiée. Dan, le père de Nanette, était lui aussi au courant de toute cette situation et il raconte que sa fille lui avait confié que tant qu'elle avait ses armes sur elle et qu'il y avait des caméras à la maison, elle se sentait en sécurité. Mais bon, 9 caméras de sécurité tombant en panne la veille du meurtre de Nanette, ça sert pas à grand chose. Et c'est pas de chance, non? Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est ce qu'on a retrouvé sur les débris des caméras de surveillance. Après l'incendie, les agents fédéraux avaient récupéré les restes des caméras et le disque dur externe pour tenter de récupérer des images, même si, bon, vu l'état, c'était peu probable. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a retrouvé sur les caméras. De grosses quantités d'accélérants. Et quand je vous dis accélérant, comme je vous l'ai dit, c'est du produit inflammable. Ce que ça signifie, c'est qu'on a aspergé de l'accélérant sur les caméras. Donc celui qui a tué Nanette et qui a provoqué l'incendie savait qu'il y avait des caméras dans toute la propriété et surtout, il savait où les caméras se trouvaient, en plus de maîtriser l'art de la pyromanie. Revenons-en à Brian maintenant. Comme je vous l'ai dit, il avait été condamné à 2 ans à la suite de son accident, mais il n'a effectué qu'1 an de prison puisqu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle. Et quand Nanette a appris qu'il s'apprêtait à sortir, elle a tellement flippé qu'elle s'est rendue à la prison où était détenu Brian pour supplier le directeur de le garder en détention. Ce qui n'était pas possible, ça marche pas comme ça. Lorsque Brian est sorti, il est retourné vivre chez ses parents, qui ne vivent qu'à une vingtaine de minutes de chez Nanette et Steve. Autant vous dire que ça a monté le niveau d'angoisse de Nanette de plusieurs crans. Alors pour rassurer son épouse, Steve avait décidé d'installer des caméras chez ses parents pour surveiller les moindres faits et gestes de Brian. Et le plus ironique dans cette histoire, c'est que ce sont justement ces caméras qui vont ensuite totalement disculper Brian. Les enquêteurs récupèrent les enregistrements et d'après les images du 14 juillet 2017, Brian n'est pas sorti de chez ses parents dans l'après-midi, donc au moment où l'incendie a été déclenché. Il a lui aussi un alibi du coup. Mais pour la famille de Nanette, c'est pas aussi simple que ça. D'après le père et les sœurs de Nanette, le bureau du shérif n'a pas vérifié l'authenticité de l'horodatage. Il aurait pu le trafiquer pour se créer un alibi après tout. D'autant que sur les images où on voit Brian chez ses parents, comme par hasard, on voit en gros plan et bien en évidence derrière lui une horloge. Bon, après c'est le ressenti de la famille de Nanette. On peut toujours trouver que quelque chose est troublant ou bizarre quand c'est ce qu'on recherche. Voilà. Cela dit, il y a quand même quelque chose de très troublant pour le coup. C'est le bracelet électronique que portait Brian dans le cadre de sa libération conditionnelle. Elle ne contient aucune donnée de géolocalisation pour le 14 juillet 2017. Bizarrement, ce jour-là, la fonction GPS de son bracelet n'était pas activée. Et impossible de savoir si c'est dû à un bug, à une action humaine sur le bracelet, ou alors à la négligence des agents chargés de sa probation. Mystère complet. Mais admettez que c'est bizarre. Ça fait beaucoup de coïncidences pour un petit bonhomme, ça, non? Donc autant vous dire que tous les regards sont pointés sur lui. En tout cas, les regards de la famille Nanette. Mais il a un alibi, a priori. À un moment donné, dans la mesure où les accusations sont de plus en plus directes, Brian accepte de témoigner pour l'émission Crime Catch Daily en février 2018, soit plus de 7 mois après la mort de Nanette. Et oui, je prononce très mal l'anglais, je le sais. Ce que Brian raconte, contrairement à tout ce qu'ont dit les membres de la famille Nanette, c'est que lui et Nanette entretenaient en fait de très bons rapports. C'était la sœur qu'il n'avait jamais eue. Cela dit, il reconnaît qu'il ne s'entendait pas vraiment avec son frère. Il était très souvent en conflit avec lui. Mais pas de quoi le tuer lui ou son épouse en fait. Et de toute façon, il a un alibi. Tout comme Steve. Donc si Steve a un alibi, que Brian a un alibi, qui aurait pu tuer Nanette? Eh bien, il y a 2 autres suspects qui ont intéressé les enquêteurs. Tout d'abord, le fils de Steve, Justin. Et là, vous vous demandez sans doute pourquoi. Pourquoi lui, alors que Nanette l'a presque élevé comme son fils? Faut pas oublier qu'il avait 2 ans quand elle a épousé son père 22 ans plus tôt.
En fait, quand Justin était adolescent, il y a eu quelques petites frictions avec Nanette. D'après l'entourage de Nanette, c'était un garçon plutôt sombre qui était fasciné par les armes à feu. Dans la mesure où il passait beaucoup de temps avec Nanette, ça l'avait interpellé. Elle lui en avait parlé, elle avait essayé de le raisonner, donc la relation entre Justin et elle s'était très vite dégradée, à tel point que Steve n'autorisait plus son fils à venir chez eux quand il n'était pas là. Alors forcément, ça avait impacté la relation entre Steve et Justin, donc on suppose que Justin a peut-être gardé une rancœur vis-à-vis de sa belle-mère. Mais quand Justin a été interrogé par la police, il a expliqué que tout ça c'était du passé, que depuis qu'il avait déménagé, qu'il s'était marié, ses relations avec Nanette s'étaient beaucoup améliorées. Les années précédant son meurtre, ils avaient renoué, ils s'entendaient très bien, il l'appelait très régulièrement et il la considérait comme sa deuxième mère. Il l'appelait même maman. Et Steve confirme les déclarations de son fils. D'ailleurs, pour le prouver, il va jusqu'à montrer une vidéo du mariage de Justin qui a eu lieu 1 an avant le meurtre de Nanette. Et sur cette vidéo, on peut voir Justin danser avec sa mère biologique, puis il va chercher Nanette pour l'inviter à danser avec lui. Mais d'après certaines personnes, ce que l'on peut voir en fait dans cette vidéo, c'est Nanette qui n'a pas l'air particulièrement émue ou joyeuse et qui semble même plutôt gênée. Cela dit, ça reste une perception plutôt subjective. La famille Nanette a bien sûr réagi, et d'après eux, cette relation idyllique n'a jamais existé, ça colle absolument pas avec les confidences qu'elle leur faisait sur son beau-fils. Le problème, c'est que là encore, notre suspect a un alibi en béton, puisque le 14 juillet, Justin se trouvait à son travail en Virginie. C'est à près de 1400 km de Lacombe. Et maintenant, notre dernier suspect, ou en tout cas une personne qui a intéressé la police après le signalement du père de Nanette. Dan a indiqué au shérif qu'un mois avant sa mort, sa fille lui avait envoyé un email avec une photo tirée des caméras de surveillance de sa propriété. Et sur cette image, on voit la silhouette d'un homme vêtu d'un t-shirt rouge. Il se tient là tout seul, juste devant les grilles de la maison. Nanette avait expliqué à son père qu'elle avait vu cet homme quand elle était allée chercher le courrier, ça l'avait fait flipper. Cet homme n'avait aucune raison de se trouver à proximité de chez eux. C'est quand même assez isolé, comme je vous l'ai dit, c'est pas une route qu'on prend pour se rendre chez quelqu'un. Le seul quelqu'un dans le coin, en fait, c'est la maison de Steve et Nanette. Donc, qu'est-ce qu'il foutait là? Et quand l'homme était reparti, Nanette avait retrouvé un mégot de cigarette et un couteau par terre devant la maison. Et avec du recul, ça sonne un peu comme une menace ou un avertissement, ça, non? Bon, le problème, c'est que cette piste n'a rien donné non plus. Cet homme pourrait être un voisin lointain ou un homme qui marchait et voilà, ça s'arrête là. De toute façon, il n'était pas reconnaissable sur les images. Donc on n'a pas plus d'explications à ce sujet. Et dans la mesure où il n'y a aucune autre piste, l'enquête est au point mort. Alors concernant Steve, au début, comme je vous l'ai dit, il avait pensé que l'hypothèse du suicide était possible, même si on ne sait toujours pas pourquoi. Puis il a ensuite émis la possibilité qu'elle avait bien été tuée. Peut-être lors d'un cambriolage qui a mal tourné. Il pense que le matin du 14 juillet, quand Nanette est sortie récupérer son petit déjeuner au McDo, elle n'a pas activé l'alarme de la maison parce qu'apparemment elle ne le faisait jamais la journée. Et son meurtrier a profité de son absence pour s'introduire dans la maison, puis au retour de Nanette, il l'a tuée sans doute parce qu'elle l'avait surpris. Et il a ensuite mis le feu à la maison. Bon, Steve dit qu'il fait confiance aux enquêteurs pour faire la lumière sur le meurtre de son épouse. Mais il y a quand même quelques détails qui collent pas, ou en tout cas quelque chose qui ne va pas avec son hypothèse. Pourquoi Nanette aurait désactivé l'alarme de la maison alors qu'elle était sur le qui-vive depuis plusieurs années à cause des menaces de son beau-frère, et sachant qu'elle avait en plus surpris un inconnu devant la maison 1 mois plus tôt? Ça n'a pas de sens. Et puis pourquoi un cambrioleur aurait incendié la maison? Quel sens donne à tout ça? Donc il est venu cambrioler une maison avec de l'accélérant sur lui? Ou alors il a trouvé de l'accélérant dans la maison parce qu'il savait où chercher. En fait, cet incendie, ça donne franchement l'impression que la personne qui a fait ça en voulait personnellement à Nanette. Ce meurtre ressemble presque à une exécution sommaire. Et quand on pense à l'endroit où on a retrouvé le corps, c'est-à-dire la salle de bain de sa chambre, si on met de côté le fait que le corps a peut-être été déplacé, qu'on retrouve le corps à cet endroit, ça donne l'impression qu'on a patiemment attendu qu'elle rentre chez elle et qu'elle se rende dans sa chambre pour la tuer. La famille de Nanette, quant à elle, reste fortement mobilisée, que ce soit dans la presse ou les réseaux sociaux. Dan et sa fille ne comptent pas renoncer à découvrir la vérité. D'ailleurs, ils ont même ouvert une page Facebook intitulée Justice for Nanette pour mobiliser le plus de monde possible. Comme ça, si quiconque détient une quelconque information, ça pourra faire avancer l'enquête. Mais le problème dans leur cas, c'est que la législation en Louisiane prévoit que c'est le plus proche parent d'une victime qui peut avoir la possibilité de consulter les éléments de l'enquête. Et là, en l'occurrence, c'est Steve. Et il n'est pas forcément proche de la famille de Nanette, d'autant que dès le début de l'enquête, Dan et les sœurs de Nanette avaient quand même émis quelques doutes sur Steve. Donc d'un côté, ils n'ont aucun retour de la part de Steve, et d'un autre côté, ils ne savent même pas s'ils peuvent faire confiance aux autorités. Dan a d'ailleurs donné une interview dans ce sens, et le plus triste dans son cas, c'est qu'en octobre 2021, il décède des suites du Covid alors qu'il continuait de se battre pour connaître la vérité sur le meurtre de sa fille. Le reste de la famille
famille Nanette continue bien sûr de se mobiliser, mais l'enquête est toujours au point mort. Et les années qui suivent, toujours aucune piste. Et on sait à quel point le temps joue en défaveur dans les enquêtes criminelles. Elles finissent inexorablement à tomber dans la liste des cold cases. Sauf qu'en mars 2024, un nouveau procureur général est élu à la paroisse de Saint-Amanier, Colin Sims. Et il assure qu'il est déterminé à faire toute la lumière sur le meurtre de Nanette. Bon, ça c'est quand même une lueur d'espoir pour la famille Watson après 7 années. 7 années. Alors, petite parenthèse, là c'est la moi du montage qui est en train de vous parler parce que je voulais éclaircir un petit point. En fait, la famille de Nanette Krentel pense qu'elle est morte le 13 juillet et non pas le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la version officielle, puisque rappelez-vous que le shérif avait dit qu'on avait vu la voiture de Nanette près du McDonald's. Le truc, c'est que le deuxième médecin légiste, donc celui engagé par la famille Watson, avait lui déclaré qu'elle est peut-être morte le 13 ou le 14. Et la meilleure amie de Nanette, donc Laurie, avait dit que la veille, Nanette avait eu un comportement bizarre, elle avait quitté soudainement Facebook sans lui dire au revoir. Et en fait, ce que ça sous-entend, ce qu'on essaie de nous faire comprendre à travers les lignes, c'est qu'elle a été tuée le 13, donc agressée au moment où elle s'y attendait pas, donc au moment où elle est en train de discuter sur Facebook avec son amie. Et si elle a été agressée le 13 et qu'elle est morte le 13, ce que ça signifie, vous l'aurez compris, c'est que c'est son mari Steve Krentel qui l'a assassinée. Et ensuite, il a fait croire que le matin du 14, elle était bien là, tout allait bien, elle lui a dit au revoir quand il s'est rendu au travail. Et bon, la théorie en fait de la famille de Nanette, c'est que la personne qui lui a fait du mal a ensuite organisé l'épreuve, dans le sens où cette personne a sans doute fait en sorte que sa voiture soit conduite près du McDonald's, donc la voiture de Nanette près du McDonald's pour être filmée par les caméras, histoire d'appuyer le fait qu'elle est bien morte le 14 juillet et non pas le 13. Donc voilà, ça c'est la théorie défendue par la famille de Nanette, et autant vous dire que Steve n'est absolument pas d'accord, forcément, puisqu'on l'accuse, lui soutient que sa femme était bien vivante le 14 juillet quand il est parti travailler, donc elle a été attaquée chez elle le matin du 14 juillet. Et lui a un alibi puisqu'il était à la caserne. Voilà, parenthèse fermée. Actuellement, il n'y a pas de nouveau, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, mais je ne manquerai pas de vous faire une petite mise à jour si c'est le cas. Bon, ça c'était pour l'affaire Nanette Krentel, mais en parallèle, il y a une petite affaire qui concerne son mari. Ça n'a pas vraiment de lien avec le meurtre de Nanette Krentel, mais je vais quand même vous en parler. On remonte à juillet 2017, donc au moment du meurtre de Nanette Krentel. Il s'avère qu'une semaine après son meurtre, un des collègues de Steve, Tom Williamson, avait déposé une plainte contre lui auprès du conseil d'administration du service des incendies pour de nombreux actes répréhensibles. Vol de matériel de service, il chipait des climatiseurs, liaison inappropriée avec une subordonnée, la fameuse liaison avec sa collègue, et menace de représailles envers certains membres du service qui s'étaient retournés contre lui. Steve avait été convoqué pour répondre de ces accusations. Il avait bien sûr nié les vols, vous vous doutez bien. Il avait expliqué qu'il s'agissait en fait d'un surplus de climatiseurs destinés au rebut. Donc à quoi bon les jeter? Ça serait du gâchis. Et pour les liaisons, il ne pouvait pas nier, parce qu'il y avait beaucoup trop de preuves. Il avait été condamné par le conseil d'administration en mai 2018 à rembourser le district à hauteur de 600 $. Et concernant sa liaison, ou plutôt ses liaisons, parce qu'il avait un peu le faux notre pompier, il a été sanctionné. Le conseil avait ordonné une suspension de 60 jours sans salaire, et il avait été rétrogradé du poste de chef des pompiers à celui de chef de l'administration. Le pompier à l'origine de la plainte contre Steve avait voulu faire appel de la décision du conseil pour qu'il soit licencié, mais avant qu'il ait le temps de le faire, Steve avait demandé à prendre sa retraite. Il a donc officiellement pris sa retraite en septembre 2018, à l'âge de 50 ans. Comme je vous l'ai dit, ça n'a aucun rapport avec le meurtre de son épouse, mais c'est vrai que son comportement au travail et ses relations avec ses collègues, ça laisse quand même entrevoir un homme plutôt manipulateur et malhonnête. Mais il avait un alibi. Bon, voilà tout pour cette affaire, les gars. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Moi, je vous avoue que les affaires en noir et blanc et les affaires mystérieuses comme celle-ci, c'est celle qui m'intéresse le plus, forcément. Il y a du mystère, on se pose des questions. Donc, est-ce que j'ai une opinion sur cette affaire? Je vous avoue que c'est un peu... Pour moi, c'est un peu mystique, en fait, parce que tous les suspects potentiels avaient un alibi. Après, dans le cas de Steve... on aurait pu se dire que la police a voulu le protéger, enfin plutôt le shérif, mais là en l'occurrence les caméras de la caserne l'ont filmé, donc ça peut pas être lui. Concernant son frère, je sais pas s'il y avait moyen de trafiquer, vous savez, l'horodatage pour les vidéos, je ne sais pas. Est-ce qu'on aura la vérité un jour? Franchement, j'en sais rien là non plus. C'est surtout que le temps, ça joue en défaveur des affaires criminelles, ça on le sait très bien.
Donc bon, j'espère hein, que pour Nanette, on saura la vérité, parce que c'est quand même cruel ce qui lui est arrivé, à elle et ses animaux de compagnie d'ailleurs. Donc bon, vous n'hésitez pas à me mettre en espace commentaire hein, ce que vous avez pensé de cette affaire. Est-ce que d'après vous, on est passé à côté de quelque chose? Et je voulais rebondir sur un petit point. Je reçois encore des commentaires qui m'expliquent que je parle trop vite. Écoutez, je le sais que je parle trop vite. Je le sais, j'en ai bien conscience. C'est comme ça depuis mon opération. Et depuis, bah, j'ai essayé hein, de parler moins vite, mais j'y arrive pas. Vraiment, j'ai tout essayé, je prends du recul dans ma tête. Quand j'ai envie de prononcer une phrase, bah, je vous cache pas que là, le débit rapide comme ça... j'ai pas de solution à vous proposer. Si vous avez une solution à me proposer, s'il y a des orthophonistes qui ont une idée, une solution qui me permettrait de parler moins vite, je suis preneuse très sincèrement, parce que j'ai voulu prendre rendez-vous avec un orthophoniste et le délai d'attente